Une guerre se gagne par trois forces majeures. La toute première, c'est la force militaire. La force militaire est faite de 1. Les hommes, leur morale, leur moralité, leur logistique, leur organisation. Ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est la force intérieure, l'adhésion massive de la population, la politique intérieure. Et la troisième force, c'est la diplomatie, puisque nous sommes dans une guerre avec des implications diplomatiques importantes. Info 243 au cœur de l'actualité. L'Est de la République démocratique du Congo est devenu le ventre mou de la RDC, bien sûr, sur le plan sécuritaire, des mouvements insurrectionnels, des mouvements rebelles, des groupes armés qui se comptent par centaines de milliers. Et aujourd'hui, pour parler de cette question, nous avons invité pour vous le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda Kourenga, que j'invite sur ce plateau. Aujourd'hui, nous vous avons en chair et en os sur ce plateau, de rendre compte au public, redevabilité oblige. Nous allons parler du secteur qui est le vôtre, le secteur de la défense nationale. Une année après l'investiture du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, quel est l'état des lieux? Vous, en tant que ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, vous pouvez nous dresser aujourd'hui par rapport à votre secteur. L'état des lieux, je dois avouer qu'il m'est difficile de faire l'état des lieux de l'armée en 45 minutes. Je vais m'efforcer de dire l'essentiel de cet état des lieux, l'essentiel de ce qui a été fait, l'essentiel de ce qui est prévu tout au long de ce mandat qui est le mien. Et les défis à relever, bien sûr. Bien entendu. Puisque vous avez dit que dans 45 minutes, même dans une heure, ça ne sera pas possible. Commençons par les opérations militaires. Dans la partie est de la RDC, ça fait plus de 2 mois depuis l'instauration de l'état de siège par le président de la République. S'il vous était demandé, vous personnellement, de dresser un bilan, lequel allez-vous donner aujourd'hui? Ça fait plus précisément 1 an et 13 jours, parce que c'était le 3 mai 2021 que l'ordonnance proclamant l'état de siège a été signée par le président de la République. Le bilan, vous savez, quand vous allez à l'Est, moi j'y ai été 2, 3 fois avec le Premier ministre, avec le président de la République, moi-même, et toutes les 3 fois, il y en a qui disent l'état de siège va très bien, il y en a qui disent l'état de siège va mal. Et vous? C'est un peu l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. On le voit vide pour ceux qui considèrent que l'état de siège n'a rien apporté. On le voit à moitié plein pour ceux qui voient effectivement ce qui est fait et qui est dans le sens de l'objectif visé par notamment l'ordonnance présidentielle. Et si je vous comprends bien, en parlant du verre à moitié vide, à moitié plein, donc les résultats sont mitigés, c'est ça? Mitigé, ça peut se comprendre. C'est une situation à corriger qui datait de 25 ans. Et en une année, un mal aussi enraciné pendant 25 ans, prétendre la balayer, c'est une gageure.
c'est plutôt, à ce stade-ci, une revisitation de la stratégie de départ, de manière à ce que ce qui a été fait puisse être consolidé. Ce qui n'a pas été fait ou qui a été mal fait puisse être corrigé. Donc, capitaliser ce qui a été bien fait et attaquer ce qui n'a pas été bien fait. Et c'est ainsi que, dans cet ordre d'idée, à la dernière évaluation que le Premier ministre a présidée dernièrement, en avril, à l'issue de cette évaluation, le président de la République, qui a reçu le rapport de l'évaluation, a décidé de convoquer une table ronde qui sera composée de politiques, de militaires, de la société civile sûrement, pour une réorientation de ce processus en capitalisant ce qui est positif et bien entendu en essayant d'éliminer ce qui est négatif sur le plan politique, militaire et social. On va y arriver, Monsieur le ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Dr Gilbert Kabanda, en des termes clairs. Quelles sont les avancées enregistrées depuis la mise en place de l'état de siège? Ça fait déjà, vous l'avez souligné, plus d'une année, 1 année et 3 mois. Les avancées réalisées, c'est que sur le plan, par exemple, un des phénomènes majeurs de l'état de siège, c'est de la situation Nord Kivu, c'est les activités des ADF. Mais ils sont toujours là, les ADF Ils sont là, sont toujours Codeco là. sont toujours là, FPIC Chinyamulima sont là, tous les autres groupes armés, Zahir, Raya Mutomboki, ils sont présents et ils continuent à opérer. Et aujourd'hui, les M23 s'invitent dans les opérations. Mais je vous ai dit que ça dure 25 ans. Une plante qui a 25 ans d'âge, ses racines, vous ne pouvez pas les arracher en 1 an. Eh bien, ce qui a été fait positivement est connu des gens de bonne foi. C'est notamment en ce qui concerne les ADF. Aujourd'hui, les ADF n'ont plus bastion. Mais il Tous faut les ce qu'on bastions- appelle la guérilla. Oui, d'accord, d'accord. C'est une étape, c'est une phase. Il faut d'abord détruire les bastions. Parce que les bastions constituent des bases, les bastions constituent des forteresses dans lesquelles on a des racines. Une fois que vous êtes déboulonné de votre bastion, vous perdez une partie de vos forces. Ce qui est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, si vous suivez les derniers événements ces derniers temps, vous n'entendez plus les tueries massives des ADF. Mais Il y a, 50 morts dans la province de l'Ituri, c'est quand même beaucoup. ce ne sont pas des ADF. Dans l'Ituri, vous connaissez le phénomène, le Codeco ne sont pas des ADF. Ça, c'est un autre phénomène. Donc, si nous parlons des ADF, si nous parlons des groupes armés, les groupes armés nationaux au Nord Kivu sont pratiquement tous au silence, sauf le M23 qui a eu une résurgence, et vous savez qui est le support de cette résurgence. Ah, moi, je ne sais rien. Qui est derrière les M23? C'est un secret de Polichinelle. Le M23 a ses bases arrières où? Ce n'est pas au Nord Kivu. En tant que bon journaliste, je suis sûr que vous le savez, Vous voulez parler du Rwanda? notamment. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui manque au FARDC pour arriver à bout de ces groupes armés qui se comptent par centaines dans le Nord Kivu? Et aujourd'hui, nous avons les rebelles ougandais des EDF qui opèrent principalement
à Béni. Mais qu'est-ce qui manque au FARDC pour arriver à bout? Parce que ça fait plus de 20 ans. Vous allez me dire que ces groupes armés, vous les avez trouvés, parce que vous l'avez souligné, ça fait plus d'une dizaine d'années, plus de 2 décennies, que ces groupes armés opèrent, mais l'armée loyaliste, l'armée nationale, n'arrive toujours pas à en finir avec ces groupes armés. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut au FARDC? Une guerre se gagne par 3 forces majeures. La toute première, c'est la force militaire. La force militaire est faite de 1. Les hommes, leur morale, leur moralité, leur logistique, leur organisation. Ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est la force intérieure, l'adhésion massive de la population, la politique intérieure. Et la troisième force, c'est la diplomatie, puisque nous sommes dans une guerre avec des implications diplomatiques importantes. Mais la force la plus déterminante, c'est la première que j'ai citée. L'armée, avec tout ce que j'ai dit comme qualificatif, comme don, comme attribut de cette armée. Et qu'est-ce qui manque à cette armée, justement, pour arriver à bout, pour mettre fin à l'insécurité qui a endeuillé, qui a endeuillé plusieurs familles dans la partie est de la RDC, vous en tant que patron de la défense? Écoutez, j'ai fait un séminaire que j'ai organisé avec l'autorisation du commandant suprême il y a 3-4 jours, qu'il l'a clôturé. Nous avons relevé une insuffisance au sein de notre armée, une insuffisance sur le plan de l'éthique et de la déontologie militaire. Vous savez, toute autorité, toute communauté d'ailleurs humaine, est avant tout une autorité, une communauté morale. Pas au sens politique congolais courant, mais morale au sens philosophique du mot. Et de cette moralité découlent des règles déontologiques. Vous pouvez avoir des armes, vous pouvez avoir de l'argent. Si vous n'avez pas de moralité, si vous n'avez pas une éthique, vous n'avez pas une déontologie, une discipline sévère, eh bien, vos armes, votre argent ne servira absolument à rien. Monsieur le ministre, les choses sont telles qu'elles sont. Vous avez présenté un tableau reluisant. Vous avez dit qu'il y a un déficit sur le plan éthique et moral au niveau des FARDC. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que nous comptons faire, c'est ce que nous venons de faire, avec, sous la présidence du président de la République. Et le président de la République, qui a reçu le rapport du séminaire, a promis de prendre des mesures qui s'imposent pour que cette valeur première d'une armée soit réinstaurée. Je relativise. L'armée, dans sa majorité, n'est pas dans l'immoralité. Mais vous savez qu'il suffit qu'il y ait un seul chef. Vous savez qu'il y a un seul chef ou 2 chefs. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais chefs. Si nous avons 100 officiers et qu'il y a quelques 5 ou 6 grands leaders officiers qui impriment cette immoralité au sein des troupes, en les mettant de côté, je ne dis pas en les jetant à la mer, je ne dis pas en les tuant. Non. Vous savez, quand quelqu'un, et ici j'ouvre une petite parenthèse, il y a des gens qui sont aux opérations depuis 10 ans. Ils sont devenus comme des chefs coutumiers. Eh bien, des chefs coutumiers, mais aussi il y a un phénomène scientifique qu'on appelle le stress
post-traumatique. Vous pouvez avoir été un bon chef de guerre. Vous avez décimé l'ennemi. Ça vous marque. Vous savez, tuer un ennemi, même si c'est un ennemi, après quelque temps, vous dites, mais tiens, ces 100 hommes que j'ai tués, c'est quand même des hommes. Eh bien, ça vous revient. Et à un moment donné, vous dites, non, je ne peux plus tuer. Et c'est pour cela que, à la guerre, au fond, on ne dure pas longtemps dans les grandes armées. Donc il y a des unités qui sont enlisées au front et vous comptez faire ce qu'on appelle des permutations, des changements de commandement opérationnel, c'est ça? C'est indispensable. Même celui qui a été très bon commandant hier peut aujourd'hui devenir très mauvais commandant par cette combinaison de phénomènes que je dis là, le stress post-traumatique. La corruption par le milieu local. Donc, il ne faut pas durer trop longtemps aux opérations. Il faut être relayé. Et ça a été un déficit majeur dans l'utilisation de nos unités. Et donc ici, quand je dis que l'immoralité va être combattue par l'écartement de l'un ou l'autre, ça ne signifie pas que celui qu'on écarte du front ne va pas être recasé ailleurs. Non, on l'éloigne de là où il n'est plus productif pour le mettre là où il peut de nouveau être productif. Monsieur le ministre, nous avons pu montrer à la télévision des officiers supérieurs de l'armée être de mèche avec l'ennemi, soit qui ravitaillent en armes et munitions les EDF ou les groupes armés Codeco, FPIC, Chignamoulim et d'autres groupes armés qui opèrent dans la partie est de la RDC. Nous avons pu montrer aussi à la télévision des officiers supérieurs qui sont dans les zones opérationnelles qui ont détourné la ration des militaires. Qu'est-ce que vous en faites? Mais la plupart du temps, quand on les voit arrêter, 2 mois après, 3 mois après, on les verra muter ailleurs ou faire les mêmes services ailleurs. Qu'est-ce que vous en faites concrètement? Bon, c'est un des combats que j'ai déjà entamé. Vous vous souviendrez qu'au mois de juin, juillet l'année passée, on a arrêté un certain nombre d'officiers qui ont détourné notamment l'argent au front. Il y en a qui sont aujourd'hui en prison. Le séminaire sur l'éthique et la déontologie procède de la même logique. Tous ceux qui se méconduisent dans les opérations, eh bien, ils seront sanctionnés, surtout après le séminaire, et le commandant suprême l'a dit. Et dites-nous comment se porte aujourd'hui la mutualisation de forces entre les FARDC et l'armée ougandaise? Elle se porte bien. Ça veut dire? Elle a contribué énormément, notamment à l'affaiblissement des ADF en disloquant leur bastion. Il nous a aidés à pulvériser leur bastion. Bon, là aussi, il y en a qui disent, mais jusque quand? Nous disons, c'est par étapes, par si vous voulez, révision tous les 3, 4, 5 mois de cet accord de mutualisation que nous évaluons. Et à un moment donné, il arrivera que nous puissions considérer que l'évaluation avec l'UPDF nous donne le résultat qu'on n'en a plus besoin. Mais je voudrais vous dire une chose. L'UPDF est venu nous aider au moment où nous sommes en difficulté sur le plan des effectifs et sur le plan de la logistique. On peut dire en position de faiblesse. Oui, bien entendu. Lorsque vous demandez une aide, c'est que vous êtes en position de faiblesse. Et alors, si, comme vous avez négocié un accord en position de faiblesse, quels sont les termes clairs de cet accord en termes de contrepartie? Attention, ici, faiblesse, c'est une faiblesse côté de nos opérations militaires.
Ce n'est pas faiblesse au sens large du pays. Hein. Nous avons une faiblesse momentanée. Si nous n'avions pas de faiblesse, nous n'aurions pas la MONUSCO, nous n'aurions pas l'UPDF. Mais c'est le temps aussi que nous refassions nos forces. Et je vous informe que nous sommes en train de refaire nos forces, parce que je ne vais pas trahir les secrets de la défense. Vous verrez bien que d'ici quelques semaines, notre armée ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui, et sur le plan logistique, et sur le plan de l'organisation. Je reviens à la question. Quels sont les termes de l'accord? Parce que je suis devant la bouche autorisée. Nous ne voulons pas spéculer, comme d'aucuns le font à la cité, les termes de l'accord entre l'armée nationale et l'armée ougandaise. Les termes de l'accord ne sont pas secrets. Les termes de l'accord, c'est notamment nous aider, nous assister à combattre ensemble l'UPDF, qui est un ennemi non seulement du Congo, mais aussi de l'Ouganda. N'oubliez pas que l'UPDF a fait aussi des atrocités en Ouganda. C'est de nous aider à sécuriser la construction de 2 routes d'intérêt économique, la route Beni-Kasindi, Butembo, la route Bunagana, Rutshuru, Goma. Ce sont les 2 termes essentiels. Je voudrais avoir votre commentaire. Beaucoup de députés nationaux sont montés au créneau, même des sénateurs, qui voudraient qu'il y ait une alternative à l'état des sièges, parce que l'état des sièges tel que décrété par le président de la République a montré ses limites. On continue à tuer à Ituri, on continue à tuer à Beni, et des bombes artisanales qui éclatent en plein cœur de la ville de Goma. L'insécurité est grandissante dans cette partie de la République. Il propose une autre alternative, l'état d'urgence. Vous partagez cette réflexion? Je vous ai dit que le président de la République a décidé qu'à l'issue de la mission d'évaluation que le Premier ministre a menée au mois d'avril, qu'il y ait une table ronde qui va regrouper les politiciens, les militaires, la société civile sous sa présidence. Cette table ronde va redéfinir, va réorienter, va redimensionner l'état de siège en tenant compte des impératifs militaires, politiques, économiques et autres. Justement, cette réorientation, ça peut déboucher à l'état d'urgence? Ça dépendra. C'est la table ronde qui va décider la forme et l'orientation qui doit être prise. Et les députés nationaux et les sénateurs ont raison de monter au créneau pour montrer les limites de l'état de siège. Ils ont raison dans la mesure où, dans leur idée, l'état de siège allait en 3, 4, 5 mois balayer la situation, une situation qui dure depuis 25 ans. C'est là que je leur donne raison. Ils ont aussi raison dans la mesure où leurs électeurs aujourd'hui ne les voient plus sur le terrain. Ils ne font plus campagne. Et bientôt, nous entrons dans la période électorale. Vous voulez dire que c'est un discours électoraliste? Non. Mais mettez-vous à leur place. Si vous êtes député, vous devez vous faire réélire. Vous ne pouvez pas faire campagne. N'avez-vous pas raison à un moment donné de demander à celui qui gère la situation de voir comment, tout en continuant le combat, comment est-ce que vous pouvez me permettre de me faire élire pour que je continue à vous soutenir? Parce que ce sont des députés de l'Union sacrée, il ne faut pas l'oublier, la plupart. Alors il faut avoir des arguments de campagne, c'est ça? Ce n'est pas moi qui
à qui il faut poser la question, les arguments de Voilà, campagne. on va parler, restons dans la sécurité, monsieur le ministre. L'insécurité, ce n'est pas seulement dans la province de l'Ituri, dans le nord Kivu, un peu aussi au sud Kivu, mais c'est aussi dans la province de Tanganyika. Dites-nous qu'est-ce qui se passe exactement dans cette partie de la République. Bon, c'est un phénomène qui est un peu différent. La dominante de ce phénomène, elle est beaucoup plus liée au toit et aux relations entre les Tois et les Bantous. Les Tois qui, comme vous le savez, font parfois des razzias dans des champs, dans des fermes, et ils emportent. Mais ici, je pense que sur le plan sociologique, il faut comprendre ce phénomène. Le Toit, c'est une personne qui est habituée à vivre en forêt. Sa forêt est son milieu naturel. Et en forêt, tout animal est un gibier. Toute plante est une plante vivrière, peut être considérée comme une plante à consommer. Dès lors que le toit n'a plus son milieu naturel, qui est la forêt, et on l'a mise en ville, ou en tout cas autour de lui, il n'y a plus de forêt, eh bien, il commence à se demander comment vivre, comment survivre. Et quand il voit une chèvre, une vache, pour lui, il considère que c'est le gibier de la forêt. Dans ce sort de conflit interethnique dans la province de Tanganyika, Excellence, on va évoluer. Nous allons parler maintenant des réformes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous comptez faire en termes de réformes pour faire de l'armée nationale une armée puissante, cette armée qui faisait trembler pratiquement toute l'Afrique centrale? La première réforme, je n'appelle pas ça réforme, parce que réforme, ça signifie qu'il y avait un modèle avant, vous changez, vous prenez un nouveau modèle. Mais j'ai dit, Conseil des ministres, et j'ai été compris que depuis l'indépendance, nous n'avons pas défini notre politique de défense. Tous les pays du monde ont une politique de défense. Et la politique de défense, ce sont des piliers majeurs, des objectifs majeurs que vous devez atteindre. À l'intérieur du pays, à la frontière du pays, nous avons aujourd'hui 9 voisins. Nous n'avons pas défini comment militairement nous devons nous comporter vis-à-vis de nos 9 voisins. À l'intérieur du pays, nous avons parfois des velléités de sécession, de rébellion. Vous connaissez les phénomènes Kuluna, ainsi de suite. Nous n'avons pas défini comment nous devons gérer ces questions qui sont permanentes parce que depuis 60, nous les avons. Et c'est ce qui a été fait, donc c'est une grande innovation depuis votre avènement. Ce n'est pas encore fait. La politique de défense qui m'a été autorisée élaborée par le Conseil des ministres va être présentée au Conseil des ministres dans les toutes prochaines semaines. J'ai déjà pratiquement réuni les idées des grands officiers, des opérateurs militaires majeurs. Je suis en train de finaliser ça à mon niveau et au niveau du chef d'état-major général et bientôt je vais présenter ça. C'est dans cette politique-là que nous allons définir les orientations majeures de notre politique sur base desquelles nous allons réorganiser. Alors, je rejoins votre mot, nous allons réformer l'organisation de notre armée. Et justement, quels sont les axes majeurs de cette réforme, bien sûr en attendant cette politique nationale de défense? Il y a des choses qui sont classiques. La dissuasion. Il faut que nos 9 voisins nous craignent, qui ne pensent pas qu'ils peuvent venir se promener chez nous quand ils veulent.
Et ça va se faire comment? Ce qui n'est pas le cas. Ben, comment ça se fait ailleurs? Ailleurs, eh ben, je vais donner l'exemple du temps de la Première République. Ben, nous avions une aviation qui régulièrement survolait nos frontières avec des mirages. Donc vous comptez renouveler la flotte de l'armée, c'est ça? Il faut absolument. Un Congo sans une armée congolaise sans avions de chasse, ça ne vaut pas grand-chose. Autre réforme majeure? Nous devons avoir une politique de défense de autonomie logistique. Alexandre le Grand, César, Napoléon, ces gens-là n'allaient pas acheter leurs flèches, leurs lances quelque part. Ils les fabriquaient. Nous, aujourd'hui, nous importons tout. Même la petite cartouche. Donc ça rejoint l'idée de mettre sur pied l'industrie militaire, c'est ça? Absolument, absolument. Nous devons avoir une industrie militaire qui nous assure notre autonomie de défense. Bien entendu, ce ne sera jamais à 100%. Mais un bon pourcentage, de manière à ce que l'essentiel de notre logistique militaire soit produite à l'intérieur. Si je comprends bien, et nous en sommes capables. Les uniformes des FARDC, les bottes et leurs accessoires doivent être l'émanation des Congolais. Tout cela, ce n'est pas très compliqué. J'ai déjà démarré ça il y a un mois à peu près, à la base de logistique, où je n'ai fait que rétablir, remettre en fonctionnement un atelier qui, en fait, était là depuis 20 ans. Ben, je l'ai remis en état. Je vais le moderniser parce qu'il y a des machines qui sont quelque peu dépassées. Je vais augmenter la capacité de production des tenues. Et en tout cas, Inch'Allah, je pense que d'ici 1 an, les bottes, les bottines, les tenues militaires, pour toute notre armée, ne seront plus importées. Je vous ai vu aussi vous intéresser à l'agriculture, amener les militaires sur les champs. Comment se porte ce projet? Vous savez que dans notre Constitution, il y a une prescription à l'endroit de l'armée que, en temps de paix ou en garnison, l'armée doit, c'est une prescription, l'armée doit contribuer au développement économique et social et culturel de la nation. Nous n'avons pas encore intégré ça dans la vie quotidienne de notre armée. J'ai décidé, justement, c'est un des piliers de la politique de défense, que l'armée puisse aussi, en temps de paix, contribuer à son alimentation. Nous avons des étendues de terre qui peuvent nous servir de ferme pour alimenter les cantines militaires. Et nous avons le service national aujourd'hui qui vient en appui justement dans la vente à un prix défiant toute concurrence, à un prix à la portée de toutes les bourses, d'un sac de farine de maïs qui se négocie aujourd'hui à moins des $10 américains. Oui, le service national a été conçu dans un objectif. Nous pensons que dans le cadre de la politique de défense, le service national aura probablement un rôle majeur à jouer de leader dans ce que nous allons définir comme politique de défense, parce que le service national devra être intégré dans la nouvelle politique de défense. Mais je ne peux pas encore vous dire quel sera son positionnement à ce stade-ci. Ça, c'est la stratégie, hein, c'est encore dans les secrets, avant que le commandant suprême puisse donner lui-même des orientations claires et précises. Monsieur le ministre, je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Est-ce que vous avez une idée exacte des effectifs des éléments de l'armée? Bien, vous posez là une question d'actualité. Je suis en train de, avec l'autorisation du commandant suprême, de conduire un audit des effectifs militaires.
Et bientôt, nous saurons exactement combien nous sommes, parce que c'est important. Nous ne pouvons pas faire un budget de l'armée sans connaître les effectifs. Nous ne pouvons pas mener des opérations militaires sans connaître les effectifs. Mais il se fait que, et vous le savez, ce n'est pas un secret, depuis un certain nombre d'années, certains chefs militaires disent qu'il y a autant, mais en réalité, lorsque vous vous rendez dans le secteur, on vous dit qu'il n'y a pas de militaires. Où sont-ils? Ils sont quelque part. Ils ne sont pas tous morts. Sont-ils encore militaires? Ont-ils déserté? C'est possible. Quoi qu'il en soit, nous avons besoin non pas d'un effectif théorique, nous avons besoin d'un effectif qui est réellement contrôlé et qui est opérationnel et régulièrement recensable. Donc, l'audit va se faire d'ici quelques jours avec l'autorisation du commandant suprême. Et c'est ce qui va permettre de nettoyer les fichiers. Absolument. Quels sont vos rapports avec le nouveau programme de démobilisation, désarmement, réinsertion, relèvement communautaire et stabilisation, PDD-CERS, que dirige le coordonnateur national Tommy Tamboué? Quels sont les rapports qui vous lient à ces programmes? Le PDDRCS est un programme qui est pour le moment sous la tutelle du président de la République. Il est animé par un coordonnateur et 2 adjoints. Ils sont en train de mettre en place les structures de fonctionnement du programme. On a défini dernièrement les axes stratégiques. Bientôt, on va définir le budget, je crois, et ainsi de suite. Nos relations sont des relations de collaboration. Et ça va se passer comment? Parce que les FARDC sont au front, il y a des éléments des groupes armés qui s'y rendent. Qu'est-ce qui va devenir? Vous allez les réintégrer dans l'armée? Parce qu'ils viennent avec leurs grades. Parmi eux, il y a des colonels, il y a des généraux. Ils disent non, nous voulons fumer les calumets de la paix et nous voulons suivre la voie de la raison. Ils déposent les armes. Et vous, en tant que ministre de la Défense nationale, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est clair, ça, l'option a déjà été levée depuis longtemps et proclamée à plusieurs reprises, aussi bien par le commandant suprême que par tous les chefs. Ceux qui sont aujourd'hui dans les groupes armés, quand ils seront démobilisés, ils ne réintègrent pas, ils n'intègrent pas les forces armées. Seuls pourront entrer, être admis dans les forces armées, ceux qui acceptent de se faire recruter. Avec leur grade. Ça signifie que si vous étiez capitaine ou général dans les groupes armés et que vous avez un âge pouvant vous permettre d'aller à l'académie militaire, vous avez en dessous de 30 ans, vous avez le niveau intellectuel qu'il faut, eh bien on va vous demander, vous dire, vous êtes un citoyen congolais. Vous pouvez postuler pour être élève, je dis bien élève, à l'académie militaire de Kananga. Et vous y allez non pas avec votre grade de général, mais vous y allez comme recrue. Ah, c'est pas facile, hein? C'est un long processus. Quelqu'un qui a régné en bourse comme général, et vous le ramenez au stade des recrues pour être formaté et formé. Pour les hommes qui ont une vision de leur vie, du pays, eh bien, c'est même méritoire. C'est même méritoire. Et il y en aura probablement. Mais disons que le gros ne pourra probablement pas suivre cette filière-là. Le gros va être reversé dans la vie civile et réinséré dans la communauté d'origine. Docteur Gilbert Kabanda,
Ça fait une année, justement, l'âge du gouvernement des Warriors, du gouvernement que pilote Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Ça fait donc une année que vous êtes à la tête du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Quelles sont les réalisations phares à votre actif depuis que vous êtes là en tant que ministre de la Défense nationale? Vous savez, en une année, on ne réalise pas grand-chose, hein, mais je peux vous dire que dès que je suis arrivé, je me suis intéressé aux ressources humaines parce que c'est le premier facteur dans une communauté. Je me suis rendu compte que non seulement les salaires étaient bas, mais qu'il y avait 31 000 militaires non retraités qui étaient sous-payés. On les appelle communément des macarons rouges. Donc ils ont reçu des macarons rouges depuis 18 ans. En fait, c'était depuis 18 ans, lorsque le musée, ou plutôt le nouveau pouvoir de Kabila, voulait réintégrer les militaires des phases, on a mis de côté un certain nombre de militaires qui devaient être retraités. On les a appelés macarons rouges. Et on les a versés au ministère des Affaires sociales. Donc administrés au ministère des Affaires sociales. 18 ans sans être payés. Ils étaient payés entre 10, 15 000 et le général d'armée touchait 60 000 francs. Bon, jusqu'à aujourd'hui. Et humainement, j'ai trouvé que ça ne pouvait pas continuer. Et surtout, légalement, parce qu'on ne les a pas retraités. Donc, ils étaient bénéficiaires du statut du militaire. J'ai dit, il est illégal, je dis bien illégal, de maintenir des militaires dans un statut arbitrairement fabriqué et de les priver de leurs droits. J'ai obtenu que, nous puissions les réintégrer dans l'armée, en attendant leur mise à la retraite régulièrement, suivant les statuts, et que leur salaire, au lieu de 10-15 000 francs, remonte au même niveau que le salaire de leurs collègues qui ont le même grade. Nous avons des généraux dans cette catégorie. Eh bien, à partir du deuxième trimestre, parce que généralement, vous savez qu'en termes de salaire, de budget... Tout se calcule en termes de trimestres. Oui. Le budget des salaires chez nous entre en vigueur au deuxième trimestre. C'est donc maintenant, dernièrement au mois d'avril, que le nouveau salaire du budget 2022 a commencé à être appliqué. Et leur nouveau salaire, donc de 15 000 francs, ils vont passer au salaire normal. Si vous étiez colonel, vous touchez le salaire. Là, vous parlez des retraités. Bon, il y a, je dois le dire, et je dis ici à leur intention, parce que je suis sûr qu'ils sont en train de me suivre, il y a eu des problèmes purement simplement de mécanique, hein, de gestion, qui ont fait que techniquement, on n'a pas pu les payer le 20 avril passé, mais on est en train de faire en sorte qu'à partir de la fin de cette semaine ou la semaine prochaine, ils puissent être payés à leur salaire de leur grade. Et ça va se faire en 2 temps. La première tranche d'augmentation se fera au deuxième trimestre. La deuxième tranche d'augmentation se fera au 3e trimestre et à ce moment-là, ils vont rejoindre. C'est une grande réalisation, Monsieur le ministre. Peut-être la deuxième, mais la dernière. Je sais que vous avez fait quand même grand-chose au ministère de la Défense. Dans mes recherches, quand je préparais cette émission, vous avez fait 5 grandes réalisations dans les ministères que vous dirigez. Parlez-moi de cette deuxième réalisation phare que vous avez menée. Et quand on parle de ça, vous-même vous estimez heureux. Bon,
Écoutez, sur le plan toujours social, il y a le chantier Poulmalebo, qui était aux arrêts, arrêté depuis 6 ans. Pour le logement des militaires. Pour le logement des officiers généraux et supérieurs, et colonels, quelques colonels. J'ai milité pour qu'on puisse le reprendre. Parce que vous savez très bien, un général va à la retraite sans maison, c'est un drame. Bien, Dieu merci, le chantier vient de reprendre depuis à peu près 1 mois. Et à la fin dans un mois et demi, et plus précisément le 30 juin, les généraux vont recevoir leurs premières 30 villas. Vous avez dit ça sera quand? Pour lesquelles, au mois de juin? Le 30 juin prochain, ces 30 villas vont être remises aux généraux. Bien entendu, ce ne sont pas des cadeaux, c'était des contributions, c'était des souscriptions qui étaient faites depuis 6 ans. Et les 190 autres, les 160 autres villas, progressivement, seront mises. Ça, c'est une grande réalisation à mettre à l'actif du docteur Gilbert Kabanda Kourenga. Je sais que vous parlez couramment les Lingala, vous parlez couramment les Kiswahili parce que vous êtes un vieux routier. Vous avez beaucoup travaillé dans la défense, dans la sécurité. Vous connaissez bien les rouages. Il y a des militaires qui sont au front pendant que nous réalisons cette émission, qui sont sur la ligne de front. Dans les Rutshuru, ils sont à Beni, ils sont à Boga, ils sont dans l'Ituri, dans plusieurs parties de la République qui sont secouées par des groupes armés. Est-ce que vous avez un message clair à leur passer à Lingala? Bon, na Lingala, basoda oyo baza na Bitumba, na Ituri, na Goma, na Beni. Ngai ministre wa défense wa bino, na ibisi bino te toza kosala makasi po mosala na bino ezala allégé, ezala soutenu. Yango tosali d'abord effort pour salaire et bakisama. Et bakisami ndambo sanza ya avril, c'est-à-dire 2e trimestre, yambula, ndambo mususu ekoya na sanza ya juillet, donc 2e trimestre. Wana ezali programme ya gouvernement. Baoyo bazalaki na bozangi ya prime de combat. Nandimite bazalaki plus ou moins 5-6 000. Natindaki mission délégation kenaye hufuta. Bazalaki na 4 mois ya retard ya prime de combat et futamaki. Mwandambo bafutamaki te toza kotala ndenge bakoki kotindela bango mbongo parce que ezalaki mikakatone ya baliste mosusu ezalaki ya malonga te. Eloko mosusu lokola surtout baoyo baza na Ituri bazali na appui médical ya malonga te. Ba oyo basoda ya kala bayebaki ngai ntango nazalaki nano commandant ya corps de santé na kelaki unité oyo babengaka unité médicale d'intervention rapide, UMIR. Nauti kobongisa compagnie mobimba ya UMIR ezokenda Ituri. Nga moko nakoya koinstaller yango dans 10-15 jours. Ezali na makoki nyonso ya ko appuyer bataillon, brigade, nyonso ezosala na Ituri, jusque na opération chirurgicale au front. Baminganga bazali,
infirmier bazali, appareil kozala, même radio à campagne kozala, laboratoire à campagne kozala, hôpital à campagne kozala sous tente, coopérer bino sous tente. C'est comme un message pour les militaires, oyo bazali ko bunda bipai côté à partie est, notamment na Beni, dans les Rutshuru, na Masisi. Oya Rutshuru na Masisi bakolanda. Na kolandisa bango oya bango humir parce que nazo meka ko bongisango petit à petit suivant makoki ya mbongo ndenge kozwama. Na bakisi humir wana boyebi ezali unité esalisaka kaka ba militaire te. Esalisaka pe ba civil. Humir tango moi désastre ezali, catastrophe ezali, lokola sikoyo na Ituri, déplacer bazali ebele, déplacer interne bazali ebele, bazozanga kisi, bazozanga traitement, humir wana pe eko installer ba unité nango ya ko soigner ba civil, bandeko na biso civil oyo bazali na bozangi ya ba soins médicaux. Voilà un message oyo na ko continuer la bino. Monsieur le ministre, nous sommes en train petit à petit de cheminer vers la fin de cette émission, mais une question m'est de l'esprit puisque vous parlez des questions de santé. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, au sein de l'armée, on peut parler de l'assurance maladie ou l'assurance santé pour les militaires? Wana zalakimpe préoccupation nangai. Vous voulez que je parle en lingala? Dans le sentez-vous à l'aise, même en swahili? Na lingala, bon, na Kiswahili. Allez-y. Assurance maladie mu Kiswahili sikumbuki tena namna wanasemaka, lakini naweza kusema ya kwamba mbele wakati nilikuwa ningali komanda ya corps de santé nilianzaka ile assurance de santé. Nilikuwaka deja na budget ya 15 millions de dollars mu 2018. Mais wakati yenye ile budget natoka mu 2018 banalitia mu retraite. Sasa wenyewe walinigomboa hawakuendelea kutengeneza vile nilianza ikaanguka. Sasa ile idée sami narudia comme ministre na reprendre tena. Hapa mwaka hii tuko na 15 millions ya dollars ya assurance maladie ya waskari. Tuko tunatengeneza na masociete ya assurance ya hapa Kinshasa, tuko na ungine moya offre Afrique du Sud, tuko tunachagua, tutaona mwenye ataeneza mashurti yenye inafaa kwa jinsi tuanzishe assurance maladie ya soda ya bibi yake na watoto wake imwaka, kwani budget iko inabakia inakosa kidogo ile organisation, lakini nadhani nyuma ya mwezi moja, miezi mbili tutaweza kuanza. Excellent, nous allons nous tenir debout. Vous allez répondre à la même question justement, mais cette fois-ci en français, pour que tous les militaires, ceux-là qui ne comprennent pas les Swahili, ceux-là qui ne parlent pas non plus lingala, puissent bien comprendre l'assurance santé pour les militaires. Ça va se faire comment? Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que les militaires, lui et ses dépendants, une fois qu'ils ont des soucis de santé, puissent trouver où aller se faire soigner? Bon, je ne peux pas encore donner toutes les explications relatives à l'organisation, mais schématiquement, il s'agit de ceci. Il s'agira, d'abord, et c'est une des raisons pour lesquelles je dois faire un audit, de bien identifier le militaire. Bien identifier sa femme, pas une Makango, mais sa femme, et ses vrais enfants naturels. Ses enfants plutôt légitimes. Là, c'est encore un débat parce que le Code de la famille reconnaît même les enfants issus hors mariage, monsieur le ministre. Ça, c'est une autre question. Il s'agira des enfants qui sont recensés dans le livret d'identité du militaire. Et on prendra en charge, peut-être pas tous, parce qu'il y a des militaires qui ont 10 enfants. On va prendre en charge probablement 4 à 5 dans l'assurance. Et en principe,
l'État congolais, en tout cas dans les 15 millions de dollars qui sont prévus, l'État congolais va payer par militaire un montant chaque mois. Ce montant, multiplié par le nombre de militaires, ça va arriver peut-être à 1,5 million, 2 millions par mois. Eh bien, ce montant sera versé à la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance, de son côté, va assurer les soins médicaux, d'un côté dans les hôpitaux militaires, qui vont être dotés avec ce fonds d'équipements médicaux, de médicaments, et les soins médicaux qui ne pourront pas, pour des raisons techniques, ne pas être dispensés dans les hôpitaux militaires, eh bien, on pourra transférer le malade aux frais toujours de cette assurance dans un hôpital civil choisi. Et au-delà de cela, si l'hôpital civil ne parvient pas à soigner correctement les assurés, parce qu'il faudra qu'on soit assuré, nous allons prévoir un mécanisme de transfert toujours aux frais. Bien entendu, on verra bien où transférer, dans quel pays où les frais de transport, de transfert sont abordables, mais tout en étant les soins étant de bonne qualité. Voilà, donc il y aura, c'est plus ou moins ça schématiquement. Maintenant, dans les détails, je ne peux pas encore vous dire plus. Et pour justement avoir les cœurs nets, ça va se faire quand? C'est à long terme, à court terme ou à moyen terme? Non, je vous ai dit que le budget est là, cette année-ci. Il y a une question de procédure pour sélectionner la société d'assurance. Mon cabinet est en train de travailler là-dessus. Et ensuite, faire passer le dossier au Conseil des ministres, parce qu'il faut que le Conseil des ministres avalise cela. Ça pourrait se faire dans les 2 mois qui suivent ici. Monsieur le ministre de la Défense nationale des anciens combattants, dernière question. Avant de nous séparer, quel est le plus grand défi qui vous reste à relever, vous en tant que ministre de la Défense nationale et des anciens combattants? Le plus grand défi, c'est le thème de notre mémoire, de notre séminaire d'il y a 4 jours que le président a clôturé, a ouvert et clôturé. Le plus grand défi de notre armée, c'est l'homme. C'est d'ailleurs le plus grand défi de la République. C'est l'homme. Nous devons absolument changer l'homme congolais. Parce que si l'homme congolais change, si l'officier congolais change, si le soldat congolais change sur le plan de l'éthique et de la déontologie, le Congo a tout. Le Congo a tout pour étonner et pour dominer, je ne dirais pas le monde, mais en tout cas une bonne partie de l'Afrique dans les 10 années qui viennent. Donc le plus grand défi pour moi et pour nous tous, c'est l'homme congolais. Et là, ce n'est pas moi seul, c'est je pense nous tous qui nous devons nous investir dans le changement de la mentalité morale et déontologique pour que notre pays reprenne sa place que Dieu lui a dessinée depuis la création, c'est-à-dire le paradis terrestre. C'est ma conviction personnelle. Il faut l'homme. L'homme doit être au centre de préoccupation. L'homme doit changer. Le militaire, n'est-ce pas, dans lequel le président de la République, la nation, a beaucoup investi. Il doit donner les meilleurs de lui-même, et cela au travers du changement. Monsieur le ministre Gilbert Kabanda Kourenga, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci d'avoir consacré une partie de votre temps dans ces magazines, la redevabilité. Merci, cher ami journaliste. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis et bonne suite de programme sur votre télévision. Au plaisir de nous retrouver au prochain numéro.
Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits. Vous avez pris l'habitude dans votre rendez-vous, la redevabilité, l'Est de la République démocratique du Congo est devenu le ventre mou de la RDC, bien sûr, sur le plan sécuritaire, des mouvements insurrectionnels, des mouvements rebelles, des groupes armés qui se comptent par centaines de milliers. Et aujourd'hui, pour parler de cette question, nous avons invité pour vous le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda Kourenga, que j'invite sur ce plateau. Monsieur le ministre, prenez place. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous vous avons en chair et en os sur ce plateau, de rendre compte au public, redevabilité oblige. Nous allons parler du secteur qui est le vôtre, les secteurs de la défense nationale. Une année après l'investiture du gouvernement Jean-Michel Samalou Konde Kyenge, quel est l'état des lieux? Vous, en tant que ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, vous pouvez nous dresser aujourd'hui par rapport à votre secteur. L'état des lieux, je dois avouer qu'il m'est difficile de faire l'état des lieux de l'armée en 45 minutes. Je vais m'efforcer de dire l'essentiel de cet état des lieux, l'essentiel de ce qui a été fait, l'essentiel de ce qui est prévu tout au long de ce mandat qui est le mien. Et les défis à relever, bien sûr. Bien entendu. Puisque vous avez dit que dans 45 minutes, même dans 1 heure, ça ne sera pas possible. Commençons par les opérations militaires. Dans la partie est de la RDC, ça fait plus de 2 mois depuis l'instauration de l'état de siège par le président de la République. S'il vous était demandé, vous personnellement, de dresser un bilan, lequel allez-vous donner aujourd'hui? Ça fait plus précisément 1 an et 13 jours, parce que c'était le 3 mai 2021 que l'ordonnance proclamant l'état de siège a été signée par le président de la République. Le bilan, vous savez, quand vous allez à l'Est, moi j'y ai été 2, 3 fois avec le Premier ministre, avec le président de la République, moi-même, et toutes les 3 fois, il y en a qui disent l'état de siège va très bien, il y en a qui disent l'état de siège va mal. Et vous? C'est un peu l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. On le voit vide pour ceux qui considèrent que l'état de siège n'a rien apporté. On le voit à moitié plein pour ceux qui voient effectivement ce qui est fait et qui est dans le sens de l'objectif visé par notamment l'ordonnance présidentielle. Et si je vous comprends bien, en parlant du verre à moitié vide, à moitié plein, donc les résultats sont mitigés, c'est ça? Mitigé, ça peut se comprendre. C'est une situation à corriger qui datait de 25 ans. Et en 1 année, un mal aussi enraciné pendant 25 ans, prétendre la balayer, c'est une gageure. C'est plutôt, à ce stade-ci, une revisitation de la stratégie de départ, de manière à ce que ce qui a été fait puisse être consolidé. Ce qui n'a pas été fait ou qui a été mal fait
puisse être corrigé. Donc, capitaliser ce qui a été bien fait et attaquer ce qui n'a pas été bien fait. Et c'est ainsi que, dans cet ordre d'idées, à la dernière évaluation que le Premier ministre a présidée dernièrement, en avril, à l'issue de cette évaluation, le président de la République, qui a reçu le rapport de l'évaluation, a décidé de convoquer une table ronde qui sera composée de politiques, de militaires, de la société civile sûrement, pour une réorientation de ce processus en capitalisant ce qui est positif et bien entendu en essayant d'éliminer ce qui est négatif sur le plan politique, militaire et social. On va y arriver, Monsieur le ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Dr Gilbert Kabanda, en des termes clairs. Quelles sont les avancées enregistrées depuis la mise en place de l'état de siège? Ça fait déjà, vous l'avez souligné, plus d'une année, 1 année et 3 mois. Les avancées réalisées, c'est que sur le plan, par exemple, un des phénomènes majeurs de l'état de siège, de la situation Nord Kivu, c'est les activités des ADF. Mais ils sont toujours là, les ADF Ils sont là, sont toujours Codeco là. sont toujours là, FPIC Chinyamulima sont là, tous les autres groupes armés, Zahir, Raya Mutomboki, ils sont présents et ils continuent à opérer. Et aujourd'hui, le M23 s'invite dans les opérations. Mais je vous ai dit que ça dure 25 ans. Une plante qui a 25 ans d'âge, ses racines, vous ne pouvez pas les arracher en 1 an. Eh bien, ce qui a été fait positivement est connu des gens de bonne foi. C'est notamment en ce qui concerne les ADF. Aujourd'hui, les ADF n'ont plus bastion. Mais il Tous faut les ce qu'on bastions- appelle la guérilla. Oui, d'accord, d'accord. C'est une étape, c'est une phase. Il faut d'abord détruire les bastions. Parce que les bastions constituent des bases, les bastions constituent des forteresses dans lesquelles on a des racines. Une fois que vous êtes déboulonné de votre bastion, vous perdez une partie de vos forces. Ce qui est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, si vous suivez les derniers événements ces derniers temps, vous n'entendez plus les tueries massives des ADF. Mais Il y a 50 morts dans la province de l'Ituri, c'est quand même beaucoup. Ce ne sont pas des ADF. Dans l'Ituri, vous connaissez le phénomène, le Codeco ne sont pas des ADF. Ça, c'est un autre phénomène. Donc, si nous parlons des ADF, si nous parlons des groupes armés, les groupes armés nationaux au Nord Kivu sont pratiquement tous au silence, sauf le M23 qui a eu une résurgence, et vous savez qui est le support de cette résurgence. Ah, moi, je ne sais rien. Qui est derrière les M23? C'est un secret de Polichinelle. Le M23 a ses bases arrières où? Ce n'est pas au Nord Kivu. En tant que bon journaliste, je suis sûr que vous le savez. Vous voulez parler du Rwanda? Notamment. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui manque au FARDC pour arriver à bout de ces groupes armés qui se comptent par centaines dans le Nord Kivu? Et aujourd'hui, nous avons les rebelles ougandais des EDF qui opèrent principalement à Beni. Mais qu'est-ce qui manque au FARDC pour arriver à bout? Parce que ça fait plus de 20 ans. Vous allez me dire que ces groupes armés, vous les avez trouvés, parce que vous l'avez souligné, ça fait plus d'une dizaine d'années, plus de 2 décennies, que ces groupes armés opèrent, mais l'armée loyaliste, l'armée nationale, n'arrive toujours pas à en finir avec ces groupes armés. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut au FARDC? Une guerre se gagne par 3 forces.
majeures. La toute première, c'est la force militaire. La force militaire est faite de 1. Les hommes, leur morale, leur moralité, leur logistique, leur organisation. Ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est la force intérieure, l'adhésion massive de la population, la politique intérieure. Et la troisième force, c'est la diplomatie, puisque nous sommes dans une guerre avec des implications diplomatiques importantes. Mais la force la plus déterminante, c'est la première que j'ai citée. L'armée, avec tout ce que j'ai dit, comme qualificatif, comme don, comme attribut de cette armée. Et qu'est-ce qui manque à cette armée, justement, pour arriver à bout, pour mettre fin à l'insécurité qui a endeuillé, qui a endeuillé plusieurs familles dans la partie est de la RDC, vous en tant que patron de la défense? Écoutez, j'ai fait un séminaire que j'ai organisé avec l'autorisation du commandant suprême il y a 3-4 jours, qu'il l'a clôturé. Nous avons relevé une insuffisance au sein de notre armée, une insuffisance sur le plan de l'éthique et de la déontologie militaire. Vous savez, toute autorité, toute communauté d'ailleurs humaine, est avant tout une autorité, une communauté morale. Pas au sens politique congolais courant, mais morale au sens philosophique du mot. Et de cette moralité découlent des règles déontologiques. Vous pouvez avoir des armes, vous pouvez avoir de l'argent. Si vous n'avez pas de moralité, si vous n'avez pas une éthique, vous n'avez pas une déontologie, une discipline sévère, eh bien, vos armes, votre argent ne servira absolument à rien. Monsieur le ministre, les choses sont telles qu'elles sont. Vous avez présenté un tableau paix reluisant. Vous avez dit qu'il y a un déficit sur le plan éthique et moral au niveau des FARDC. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que nous comptons faire, c'est ce que nous venons de faire, avec, sous la présidence du président de la République. Et le président de la République, qui a reçu le rapport du séminaire, a promis de prendre des mesures qui s'imposent pour que cette valeur première d'une armée soit réinstaurée. Je relativise. L'armée, dans sa majorité, n'est pas dans l'immoralité. Mais vous savez qu'il suffit qu'il y ait un seul chef. Il suffit, vous savez qu'il y a un seul chef ou deux chefs. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Si nous avons 100 officiers et qu'il y a quelques 5 ou 6 grands leaders officiers qui impriment cette immoralité au sein des troupes, en les mettant de côté, je ne dis pas en les jetant à la mer, je ne dis pas en les tuant. Non. Vous savez, quand quelqu'un, et ici j'ouvre une petite parenthèse, il y a des gens qui sont aux opérations depuis 10 ans. Ils sont devenus comme des chefs coutumiers. Eh bien, des chefs coutumiers, mais aussi il y a un phénomène scientifique qu'on appelle le stress post-traumatique. Vous pouvez avoir été un bon chef de guerre. Vous avez décimé l'ennemi. Ça vous marque. Vous savez, tuer un ennemi, même si c'est un ennemi, après quelque temps, vous dites, mais tiens, ces 100 hommes que j'ai tués, c'est quand même des hommes. Eh bien, ça vous revient. Et à un moment donné, vous dites, non,
je ne peux plus tuer. Et c'est pour cela que, à la guerre, au front, on ne dure pas longtemps dans les grandes armées. Donc il y a des unités qui sont enlisées au front et vous comptez faire ce qu'on appelle des permutations, des changements de commandement opérationnel, c'est ça? C'est indispensable. Même celui qui a été très bon commandant hier peut aujourd'hui devenir très mauvais commandant par cette combinaison de phénomènes que je dis là, le stress post-traumatique. La corruption par le milieu local. Donc, il ne faut pas durer trop longtemps aux opérations. Il faut être relayé. Et ça a été un déficit majeur dans l'utilisation de nos unités. Et donc ici, quand je dis que l'immoralité va être combattue par l'écartement de l'un ou l'autre, ça ne signifie pas que celui qu'on écarte du front ne va pas être recasé ailleurs. Non, on l'éloigne de là où il n'est plus productif pour le mettre là où il peut de nouveau être productif. Monsieur le ministre, nous avons pu montrer à la télévision des officiers supérieurs de l'armée être de mèche avec l'ennemi, soit qui ravitaillent en armes et munitions les EDF ou les groupes armés Codeco, FPIC, Chinyamoulim et d'autres groupes armés qui opèrent dans la partie est de la RDC. Nous avons pu montrer aussi à la télévision des officiers supérieurs qui sont dans les zones opérationnelles qui ont détourné la ration des militaires. Qu'est-ce que vous en faites? Mais la plupart du temps, quand on les voit arrêter, 2 mois après, 3 mois après, on les verra muter ailleurs ou faire les mêmes services ailleurs. Qu'est-ce que vous en faites concrètement? Bon, c'est un des combats que j'ai déjà entamé. Vous vous souviendrez qu'au mois de juin, juillet l'année passée, on a arrêté un certain nombre d'officiers qui ont détourné notamment l'argent au front. Il y en a qui sont aujourd'hui en prison. Le séminaire sur l'éthique et la déontologie procède de la même logique. Tous ceux qui se méconduisent dans les opérations, eh bien, ils seront sanctionnés, surtout après le séminaire, et le commandant suprême l'a dit. Et dites-nous comment se porte aujourd'hui la mutualisation des forces entre les FARDC et l'armée ougandaise? Elle se porte bien. Ça veut dire? Elle a contribué énormément, notamment à l'affaiblissement des ADF en disloquant leur bastion. Il nous a aidés à pulvériser leur bastion. Bon, là aussi, il y en a qui disent, mais jusque quand? Nous disons, c'est par étapes, par si vous voulez, révision tous les 3, 4, 5 mois de cet accord de mutualisation que nous évaluons. Et à un moment donné, il arrivera que nous puissions considérer que l'évaluation avec l'UPDF nous donne le résultat qu'on n'en a plus besoin. Mais je voudrais vous dire une chose, l'UPDF est venu nous aider au moment où nous sommes en difficulté sur le plan des effectifs et sur le plan de la logistique. On peut dire en position de faiblesse? Oui, bien entendu. Lorsque vous demandez une aide, c'est que vous êtes en position de faiblesse. Et alors, si, comme vous avez négocié un accord en position de faiblesse, quels sont les termes clairs de cet accord en termes de contrepartie? Attention, ici, faiblesse, c'est une faiblesse côté de nos opérations militaires. Ce n'est pas faiblesse au sens large du pays. Nous avons une faiblesse momentanée. Si nous n'avions pas de faiblesse, nous n'aurions pas la MONUSCO, nous n'aurions pas l'UPDF. Mais c'est le temps aussi que nous refassions nos forces. Et je vous informe que nous sommes en train de refaire nos forces. Parce que, je ne vais pas trahir les secrets de la défense, vous verrez bien que d'ici quelques semaines, notre armée ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui, et sur le plan logistique, et sur le plan
de l'organisation. Je reviens à la question. Quels sont les termes de l'accord? Parce que je suis devant la bouche autorisée. Nous ne voulons pas spéculer, comme d'aucuns le font à la cité, les termes de l'accord entre l'armée nationale et l'armée ougandaise. Les termes de l'accord ne sont pas secrets. Les termes de l'accord, c'est notamment nous aider, nous assister à combattre ensemble l'UPDF, qui est un ennemi non seulement du Congo, mais aussi de l'Ouganda. N'oubliez pas que l'UPDF a fait aussi des atrocités en Ouganda. C'est de nous aider à sécuriser la construction de 2 routes d'intérêt économique, la route Beni-Kasindi, Butembo, la route Bunagana, Rutshuru, Goma. Ce sont les 2 termes essentiels. Je voudrais voir votre commentaire. Beaucoup de députés nationaux sont montés au créneau, même des sénateurs, qui voudraient qu'il y ait une alternative à l'état des sièges, parce que l'état des sièges tel que décrété par le président de la République a montré ses limites. On continue à tuer à Ituri, on continue à tuer à Beni, et des bombes artisanales qui éclatent en plein cœur de la ville de Goma. L'insécurité est grandissante dans cette partie de la République. Il propose une autre alternative, l'état d'urgence. Vous partagez cette réflexion? Je vous ai dit que le président de la République a décidé qu'à l'issue de la mission d'évaluation que le Premier ministre a menée au mois d'avril, qu'il y ait une table ronde qui va regrouper les politiciens, les militaires, la société civile sous sa présidence. Cette table ronde va redéfinir, va réorienter, va redimensionner l'état de siège en tenant compte des impératifs militaires, politiques, économiques et autres. Justement, cette réorientation, ça peut déboucher à l'état d'urgence? Ça dépendra. C'est la table ronde qui va décider la forme et l'orientation qui doit être prise. Et les députés nationaux et les sénateurs ont raison de monter au créneau pour montrer les limites de l'état de siège. Ils ont raison dans la mesure où, dans leur idée, l'état de siège allait en 3, 4, 5 mois balayer la situation, une situation qui dure depuis 25 ans. C'est là que je leur donne raison. Ils ont aussi raison dans la mesure où leurs électeurs aujourd'hui ne les voient plus sur le terrain. Ils ne font plus campagne. Et bientôt, nous entrons dans la période électorale. Vous voulez dire que c'est un discours électoraliste? Non. Mais mettez-vous à leur place. Si vous êtes député, vous devez vous faire réélire. Vous ne pouvez pas faire campagne. N'avez-vous pas raison à un moment donné de demander à celui qui gère la situation de voir comment, tout en continuant le combat, comment est-ce que vous pouvez me permettre de me faire élire pour que je continue à vous soutenir? Parce que ce sont des députés de l'Union sacrée, il ne faut pas l'oublier, la plupart. Alors il faut avoir des arguments de campagne, c'est ça? Ce n'est pas moi à qui il faut poser la question, les arguments de campagne. On va parler, restons dans la sécurité, monsieur le ministre. L'insécurité, ce n'est pas seulement dans la province de l'Ituri, dans le nord Kivu, un peu aussi au sud Kivu, mais c'est aussi dans la province de Tanganyika. Dites-nous qu'est-ce qui se passe exactement dans cette partie de la République. Bon, c'est un phénomène qui est un peu différent. La dominante de ce phénomène, elle est beaucoup plus
liée au toit et aux relations entre les Tois et les Bantous. Les Tois qui, comme vous le savez, font parfois des razzias dans des champs, dans des fermes, et ils emportent. Mais ici, je pense que sur le plan sociologique, il faut comprendre ce phénomène. Le Toit, c'est une personne qui est habituée à vivre en forêt. Sa forêt est son milieu naturel. Et en forêt, tout animal est un gibier. Toute plante est une plante vivrière, peut être considérée comme une plante à consommer. Dès lors que le Toit n'a plus son milieu naturel, qui est la forêt, et on l'a mise en ville, ou en tout cas autour de lui, il n'y a plus de forêt, eh bien, il commence à se demander comment vivre, comment survivre. Et quand il voit une chèvre, une vache, pour lui, il considère que c'est le gibier de la forêt. Dans ce stade de conflit interethnique dans la province de Tanganyika, Excellence, on va évoluer. Nous allons parler maintenant des réformes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous comptez faire en termes de réformes pour faire de l'armée nationale une armée puissante, cette armée qui faisait trembler pratiquement toute l'Afrique centrale?